Quand on dit saga, certains pensent Star Wars, Harry Potter ou encore Twilight. Personnellement, je pense James Bond. The name's Bond. James Bond. Goodbye, Mr. Bond. Opération Tonnerre est née d'une manière assez complexe. Comme on en parlait dans le précédent épisode, ce n'est pas Bombe Z Russie mais Opération Tonnerre qui devait être adaptée à la place en 1963. Malheureusement, un jeune réalisateur du nom de Kevin McClory a décidé de tenir tête à l'auteur Ian Fleming en lui faisant comprendre qu'il lui avait volé de nombreuses idées dans son roman. Le procès dura pas mal de temps et c'est au final Kevin McClory qui le gagna en quelque sorte. Petit fils de pute! Il gardera les droits du roman qu'il adaptera en 1983 sous le titre de Jamais plus jamais avec Sean Connery. Film dont on ne parlera pas dans cette rétrospective. Malins comme ils sont et par peur de la concurrence, les producteurs Harry Saltzman et Albert Broccoli décident de monter un accord avec cet enfant gâté qu'est Kevin McClory, pour qu'il travaille sur le projet et que son nom figure sur notre beau générique d'introduction. Quel petit connard. Petit fils de pute! Toujours fidèle au poste, notre cher Richard Maybaum commence l'écriture du film en y gardant les raisons qui ont fait que les 3 films précédents furent de grands succès. Le scénario final fut retravaillé par John Hopkins qui peaufina l'élégance et l'ironie mordante des dialogues. I think you got the point. Ces 2 personnes seront créditées au générique, mais également ce petit con de Kevin McClory avec écrit d'après une histoire originale de Kevin McClory. Espèce de petit con. Petit fils de pute! Les producteurs se tournent une nouvelle fois vers Guy Hamilton pour réaliser ce 4e volet. Malheureusement, celui-ci déclina l'offre à cause de différends sur le tournage de Goldfinger. C'est alors que Terence Young, réalisateur des 2 premiers volets, se fait engager une 3e fois à la réalisation. Et pour mener à bien cet ambitieux projet, il engagea une 2e équipe de tournage qui s'occuperait des séquences aquatiques. Le tournage peut enfin commencer. Lorsque 2 bombes atomiques sont dérobées par le Spectre, James Bond est mandaté par le gouvernement britannique pour retrouver les bombes. Pour ce faire, il devra se rapprocher du numéro 2 de l'organisation criminelle Spectre, Emilio Largo. Aidé par le MI6 ainsi que par son fidèle allié Felix Leiter de la CIA, Bond devra patrouiller les fonds marins des Bahamas afin de retrouver la trace des bombes manquantes. Le tournage débuta en janvier 1965 en France, mais plus précisément au château d'Annay, aux environs de Dreux. Cette séquence servira de scène pré-générique au film, scène pré-générique particulièrement marquante dans ses gadgets. Terence Young voulait justement que les gadgets ne tournent pas à la farce. L'équipe fut donc chargée de trouver des pièces réalistes et avant tout authentiques, ce qui leur a valu ce jetpack. Oui, James Bond en jetpack. Et au risque de vous surprendre, ce jetpack a été fourni par nul autre que l'US Air Force. Bien que ce ne soit pas Sean Connery dans les airs, le jetpack est réel et avait la capacité de faire voler quelqu'un pendant une vingtaine de secondes. Le travail sur les gadgets fut si minimaliste qu'il trompa même des experts militaires. Ce fut le cas par exemple pour le mini-respirateur, sur lequel un représentant de la Royal Navy se renseigna auprès des producteurs, qui lui offrirent sur un plateau sa plus grande déception, en lui disant que ce magnifique joujou n'existait pas. Le tournage poursuit son cours aux Bahamas pour le tournage en extérieur, où la production a dû faire face à plusieurs problèmes ayant un rapport avec les requins. Ces animaux marins tiennent une place très importante dans le film. Pour les scènes en pleine mer, un technicien dut éloigner les squales, un peu trop curieux à coups de caméra. Ils étaient si abondants que le superviseur des effets spéciaux fut encerclé par ces bêtes lors du tournage d'une scène. C'était également le cas pour Sean Connery en personne, qui s'est retrouvé nez à nez avec une de ces bestioles par inadvertance. Oui, un requin n'était pas censé sortir par là. La réaction de Sean Connery n'était donc pas artificielle.
Cette séquence se déroule dans la piscine de Emilio Largo, notre nouvel antagoniste incarné par Adolfo Celi, qui n'est autre que le numéro 2 du Spectre. Celui-ci projette de détourner un bombardier transportant 2 bombes à hydrogène pour ensuite extorquer 280 millions de dollars aux nations de l'OTAN. Adolfo Celi campe un personnage autoritaire et horriblement arrogant qui arrivera à nous faire frissonner par son immense charisme. Il arrivera à séduire notre James Bond girl Domino Derval qui est incarnée par Clonie Loger, décédée récemment. Une femme forte et solitaire qui prêtera main forte à James Bond pour vaincre Emilio Largo dans sa grande villa sur Paradise Island, une île qui a été prêtée par le magnat du pétrole Huntington Hartford à condition que son épouse Diane Hartford fasse une petite apparition dans le film. Elle apparaîtra dans la séquence du club où elle dansera un petit moment avec James Bond. Notons d'ailleurs que ce club se nomme le Kiss Kiss Club, nommé ainsi uniquement pour le film qui fait référence à la chanson du générique d'introduction nommée Mr. Kiss Kiss Bang Bang, qui à la base devait être une nouvelle fois interprétée par Shirley Bassey, la chanteuse de Goldfinger. Seulement, la chanson de Tom Ford a été préférée vu qu'à contrario de la musique de Bassey, celle de Tom Ford mentionnait le nom du film à l'intérieur. Chanson absolument magnifique et très bondienne dans son thème principal qui était composé par John Barry à nouveau. Que dire de Opération Tonnerre? James Bond peut être plus virulent et plus violent que les autres, un film au paysage extraordinaire et magnifique et aux personnages charismatiques. Il contient également des scènes d'action plutôt mémorables, comme la scène d'introduction qui malheureusement est un peu gâchée par cet effet de vitesse dans le montage pour rendre les chorégraphies plus fluides. Et ça ne marche pas vraiment. Mais on peut se rattraper avec les séquences de bataille sous-marine très prenantes visuellement. Ces scènes sont supervisées par Rick Browning, le créateur de Flipper le Dauphin. Il est assisté par les caméramans Lamar Boren, qui filmera les batailles sous-marines. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ces batailles ont été répétées sur les parkings d'un centre commercial. La séquence a coûté plus de 60 000 $ et aura nécessité plus de 60 plongeurs. La séquence fut tournée en 6 jours. Avec ces scènes sous-marines, nous avons le droit à une course-poursuite bien nerveuse et allaitante dans un carnaval uniquement organisé pour la production du film. Le tournage pourra s'achever en juillet 1965. De là, le réalisateur Terence Young fera ses clics et ses claques sans même assister Peter Hunt au montage, qui se retrouvera avec un film de 270 minutes sur les bras. Il demandera à United Artists de repousser la sortie du film pour qu'il ait le temps de raccourcir la durée du long métrage, qui s'élèvera à un peu plus de 130 minutes. Et même avec 130 minutes de film, je trouve le film beaucoup trop long et assez mal rythmé. Encore heureux que nous avons le droit à un Sean Connery toujours brillant et séducteur pour nos yeux et notre patience qui peut être rudement mis à l'épreuve. Le film est sorti en décembre 1965 et pour ne pas changer, il remportera un succès colossal, si bien qu'il se hissera parmi les James Bond les plus rentables de la saga. Le film remportera l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. John Steers, le superviseur, n'était pas présent lors de la cérémonie car il ne savait pas que le film était nommé aux Oscars. The winner is John Steers for Thunderball. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, Kevin McClory s'est dit qu'un procès c'était pas assez et qu'il allait venir empoisonner la saga James Bond entre 1975 et 2000. En essayant de faire valoir son droit à la création d'une série James Bond, mais nous parlerons de ce misérable Petit fils de pute en temps réel, lorsque le moment sera venu. Laissons savourer cette 4e grosse victoire à Albert Broccoli et Harry Saltzman avant l'arrivée du prochain épisode, à savoir On ne vit que deux fois. On ne vit que deux fois que nous critiquerons le 12 mai. Prenez soin de vous et à la prochaine.